En Iran, la dissidence n'est pas seulement réduite au silence, elle est effacée. Et pourtant, encore et encore, les femmes ont trouvé des moyens de s'exprimer, en chuchotant, dans des carnets, dans des salons où les rideaux sont tirés. Cet épisode suit ce refus, l'insistance discrète de vivre pleinement même sous restriction. De la fiction aux mémoires en passant par la réalité politique vécue, nous retraçons les vies des femmes iraniennes qui ont tout risqué pour penser, ressentir, être. Leur résistance n'était pas toujours bruyante, mais elle était constante, féroce, inflexible, et leur voix résonne bien au-delà des murs qui tentèrent de les contenir. Bienvenue à Gateway Books par Crestance. Je suis votre hôte, Cindy Cruz, lectrice par instinct, historienne par curiosité, et du genre à croire que les livres ne sont pas seulement quelque chose que l'on lit, mais quelque chose avec lequel on vit, dans tous les sens du terme. Ici, nous associons la fiction historique à la véritable histoire qui l'a façonnée, en suivant le fil des scènes imaginées jusqu'à la vérité des archives. Et sur crestance.com, vous trouverez des articles de style de vie et des décorations pour la maison sur le thème des livres, créés pour ceux qui croient que les objets qui nous entourent doivent porter beauté et sens. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'Iran et vers les femmes qui ont tout risqué pour simplement exister en tant qu'elles-mêmes. Dans un endroit où le silence est imposé et où l'expression de soi peut être dangereuse, elles ont choisi la voix. Page après page, mot après mot, jour après jour. Dans La femme lionne de Téhéran, la fiction donne vie au désir, d'éducation, de connexion, d'une vie au-delà des murs. Dans Lire Lolita à Téhéran, les livres interdits deviennent un refuge, et l'acte de lire devient un acte de résistance. Et dans Jusqu'à ce que nous soyons libres, Shirin Ebadi nous montre ce que signifie se battre, non seulement avec des mots, mais avec tout le poids d'une vie consacrée à la justice. Cet épisode parle de littérature, de défis et du pouvoir profond et durable de ne pas être effacé. Si cela vous parle, j'espère que vous aimerez, vous abonnerez et rejoindrez la conversation dans les commentaires, car des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Certains romans se déroulent comme des souvenirs, fragment par fragment, révélant leur poids seulement avec le recul. Celui de Marjan Kamali, La femme lionne de Téhéran, est l'une de ces histoires. Il commence dans l'innocence de l'enfance où deux filles, Ellie et Homa, se rencontrent dans la cour d'une école de Téhéran et forgent une amitié qui façonne le reste de leur vie. L'une est audacieuse, brillante et ancrée dans un but. L'autre oscille entre attente et rébellion, enfant privilégié vivant dans un monde en mutation. Aion. Le monde d'Ellie est défini par les apparences, une mère s'accrochant à une ascendance royale, un cercle social obsédé par le statut, et une règle tacite selon laquelle le confort mérite d'être préservé. Le monde de Homa est guidé par la conviction. Elle excelle à l'école, exprime ses opinions et avance avec clarté dans un pays au bord du bouleversement politique. La révolution islamique de 1979 bouleverse tout, et en tant que jeune femme, elle se retrouve à naviguer dans un Iran où le prix de la prise de parole, surtout en tant que femme, devient chaque jour plus élevé. Mais le moment qui change tout ne vient pas d'une grande trahison. Il vient d'une conversation irréfléchie. Ellie, dans un moment d'inattention, mentionne l'activisme politique de Homa à quelqu'un qu'elle pense être digne de confiance. Elle ne sait pas que l'homme fait partie de la police secrète. Elle ne sait pas qu'elle déclenche une chaîne d'événements, mais c'est le cas. Homa est arrêtée. Ellie est laissée derrière, horrifiée, impuissante et inconsciente des conséquences complètes. Des années plus tard, bien après que les vies des deux femmes aient pris des tournants dramatiquement différents, elle apprend la vérité. Pendant son emprisonnement, Homa a enduré un traitement brutal, destiné à briser son silence et à la forcer à avouer. Elle n'a jamais donné le nom d'Ellie. Au lieu de cela, elle l'a protégée, à un coût personnel immense. De cette expérience, Homa a donné naissance à une fille, Bahar. Lorsque Bahar est adolescente, Homa l'envoie vivre avec Ellie à New York pour sa sécurité, demandant à son ancienne amie d'aider à élever la fille, qui porte désormais une grande partie de leur histoire commune. Ce n'est qu'alors qu'Ellie apprend toute la vérité sur ce qu'Homa a enduré et ce qu'elle a refusé de trahir. C'est le cœur émotionnel de La femme lionne de Téhéran.
le poids silencieux et dévastateur d'une loyauté qui survit à l'innocence, et la complexité de la culpabilité lorsque la survie se fait aux dépens de quelqu'un d'autre. Ellie doit non seulement affronter son rôle dans ce qui s'est passé, mais aussi comprendre que Oma a fait un choix, non par martyre, mais par amour. C'est une forme de résistance rarement nommée, mais inoubliable une fois vue. Kamali traite ces thèmes avec retenue et soin. Le récit ne sensationnalise pas la violence ni ne simplifie l'amitié. Il laisse de la place pour la contradiction, le chagrin et la grâce. Oma n'est jamais présentée comme une victime. C'est une femme qui a résisté au pire que le régime pouvait infliger et qui a quand même trouvé la force de protéger, de materner et d'aller de l'avant. À travers Oma et Ellie, on nous demande de réfléchir à ce à quoi ressemble l'amour lorsqu'il est mis à l'épreuve par la politique, la peur et le coût écrasant de la vérité. Et ce faisant, nous revenons à l'une des questions centrales de ce podcast. Comment nous soutenons-nous à travers l'histoire? Qu'est-ce qui est partagé entre des femmes qui partagent non seulement l'amitié, mais aussi les conséquences? Kamali n'offre pas de réponse facile, juste de l'honnêteté, de la douleur et de la tendresse. Et dans la loyauté silencieuse entre deux femmes, elle nous montre ce que signifie résister, non pas avec colère, mais avec mémoire. Si l'histoire de la femme lionne de Téhéran parle de la manière dont les choix privés résonnent à travers l'histoire, lire Lolita à Téhéran traite de ce qui se passe lorsque l'histoire pénètre dans les espaces les plus privés. La salle de classe, le salon, les pages d'un livre. Les mémoires d'Azar Nafisi se déroulent dans l'Iran post-révolutionnaire, à une époque où la littérature avait non seulement perdu sa protection, mais était devenue dangereuse. La République islamique était bien avancée dans sa campagne pour purger les écoles et la vie publique de la décadence occidentale. Les professeurs étaient expulsés, les livres étaient interdits, la pensée elle-même était sous surveillance. Dans ce climat, Nafisi, une professeure de littérature, a fait un choix radical et discret. Enseigner la littérature clandestinement. Elle a invité un groupe d'anciennes étudiantes chez elle chaque jeudi matin. Ensemble, elles lisaient Lolita de Nabokov, Gatsby le Magnifique de Fitzgerald, Orgueil et préjugés d'Austen et Henry James. Des œuvres qui, dans ce contexte, étaient devenues non seulement de la littérature, mais de la contrebande. L'acte de se rassembler, d'enlever leur voile, de boire du thé et de discuter de fiction devenait une forme de résistance, pas bruyante, pas publique, mais courageuse tout de même. Nafisi ne se présente pas comme une martyre ou une sauveuse. L'une des forces du livre réside dans sa conscience de ses propres contradictions. Elle aspire à rester en Iran, mais elle désire aussi fuir, son privilège lutte contre sa désillusion, sa profonde croyance en la littérature et son doute occasionnel quant à son efficacité. Elle est avant tout une observatrice, précise, intellectuelle, et souvent discrètement douloureuse. Le mémoire se divise en 4 sections, chacune ancrée à un écrivain. Chacune offre une fenêtre sur la vie de ses étudiants et sur les contours changeants de la vie sous un régime autoritaire. Le Lolita de Nabokov ouvre le livre et donne le ton. Dans un régime qui insiste sur la réécriture de la réalité, Nafisi établit un parallèle puissant entre la République islamique et le narrateur de Nabokov. Les deux cherchent à posséder, renommer et contrôler l'objet de leur obsession. Dans Lolita, la jeune fille est dépouillée de sa voix, son récit réécrit. À Téhéran, les femmes ont vécu une violation similaire de leur identité. Leur tenue, leur comportement, même leur imagination étaient surveillées et remodelées en idéologie. La comparaison est audacieuse et révèle l'un des principaux aperçus de Nafisi, que les systèmes totalitaires, comme les narrateurs abusifs, dépendent du silence. Le Grand Gatsby de Fitzgerald devient un miroir de la désillusion. Nafisi utilise les aspirations de Gatsby, sa quête d'un rêve scintillant qui n'existe plus, pour explorer les espoirs que de nombreux Iraniens avaient avant la Révolution et le sentiment de trahison qui a suivi. Ces étudiants débattent de savoir si la décadence de Gatsby importe plus que son idéalisme. De la même manière, ils se demandent s'il est naïf ou essentiel de vouloir encore de la beauté dans une société qui exige la pureté morale plutôt que l'imagination. Le monde de Gatsby peut être corrompu,
mais le désir de quelque chose de plus, aussi imparfait soit-il, reste douloureusement humain. Henry James offre une perspective différente, l'ambiguïté morale. Dans les œuvres de James, le sens est insaisissable, les motivations sont floues et la vérité est filtrée par la perception. Nafisi utilise cela pour explorer comment ses étudiants naviguent dans un monde où rien n'est clairement énoncé, où la confiance, la loyauté et même l'identité sont façonnées par ce qui reste non dit. Dans une société de surveillance où un regard peut devenir une preuve, l'attention de James aux nuances semble étrangement pertinente. Enfin, Jane Austen apporte un sentiment d'espoir surprenant. Bien qu'Austen soit souvent mal interprétée comme polie ou légère, Nafisi soutient que ses romans sont remplis de défis, des femmes qui se choisissent elles-mêmes, affirment leur jugement et exigent le respect dans des mondes patriarcaux. Pour ses étudiantes, Austen devient une porte d'entrée vers la joie, une joie qui insiste sur son droit d'exister. Lire Orgueil et préjugés à Téhéran n'est pas une évasion, c'est reprendre son pouvoir, ne serait-ce qu'en pensée. À travers ses écrivains, Nafisi crée un espace où la littérature n'est pas seulement analysée, elle est vécue. Ses élèves ne sont pas seulement des lecteurs, ils sont des protagonistes. Chacun d'eux a une histoire, un silence, un moment dont ils ne parlent pas. L'une a été emprisonnée, une autre a perdu un être cher. Une troisième reste silencieuse, mais brûle de colère qui transparaît dans chacun de ses gestes. La salle de classe devient une sorte de sanctuaire, mais pas une fantaisie. Nafisi est claire sur le fait que la littérature n'efface pas la souffrance, elle offre simplement un espace pour y réfléchir. Le mémoire ne cherche pas à idéaliser le club de lecture. Il y a des tensions, des désaccords. Nafisi pousse ses étudiants à penser de manière critique, et ils réagissent. Certains se demandent s'il est même éthique de lire Gatsby le Magnifique alors que des gens sont emprisonnés pour avoir parlé. D'autres se demandent si la littérature occidentale a quelque chose à offrir aux vies iraniennes. Mais c'est justement cela, soutient Nafisi, qui est important. La conversation elle-même est la résistance. Il y a un moment dans le livre où le temps s'arrête. Une étudiante parle de comment, pendant des années, elle a fait semblant de ne pas aimer les livres. Elle a enfoui son amour de la poésie sous des couches de survie. Quand je marche dans la rue, dit-elle, je fais semblant de ne pas être moi. Dans cette simple phrase réside tout un système de contrôle, un système qui punit la joie, la beauté et le soi. Et pourtant, chez Nafisi, ces femmes commencent à se déterrer, lentement, prudemment. Elles ne cherchent pas la révolution, elles cherchent la vérité. Et ce faisant, elles sont plus révolutionnaires qu'elles ne le pensent. Lire Lolita à Téhéran n'est pas linéaire. Il vit à travers les souvenirs, les auteurs et les bouleversements politiques. C'est un livre sur l'exil, à la fois littéral et intérieur. Nafisi finit par quitter l'Iran, mais même en partant, elle lutte avec la culpabilité de laisser ses étudiants derrière elle. Il n'y a pas de fuite triomphante, seulement une profonde conscience douloureuse de ce qui a été perdu et qui doit encore être protégé. L'un des courants sous-jacents les plus puissants du livre est son deuil silencieux. Pour l'Iran qui était, pour les femmes qui auraient pu être plus si elles avaient été autorisées à rêver librement, et pour l'espace que la littérature occupait autrefois dans la place publique. Nafisi exprime une profonde conviction que la littérature, lorsqu'elle est lue avec honnêteté et urgence, peut encore percer le silence, même dans les endroits les plus sombres. Alors que nous lisons ces mots aujourd'hui, depuis des distances plus sûres, il est tentant de considérer sa classe comme symbolique, une métaphore de la résistance. Mais lire Lolita à Téhéran nous rappelle que ce n'était pas un symbole, c'était réel. Ces femmes étaient réelles, se réunissant dans une vraie pièce, risquant de vraies conséquences juste pour lire un roman. Elles ne faisaient pas semblant que la littérature comptait. Elles prouvaient que c'était le cas. Si lire Lolita à Téhéran parle de trouver la liberté dans l'imagination, Jusqu'à ce que nous soyons libres parle de ce qui se passe lorsque la lutte pour la liberté devient le travail de votre vie et le risque de votre vie. Dans ce mémoire sans concession, la lauréate du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, documente ce que signifie s'opposer à un gouvernement déterminé à vous faire disparaître et comment la décision de résister ne vient pas du confort ou de l'idéologie, mais d'un profond et persistant sens de la justice. Ebadi n'est pas un symbole. Elle est avocate, juge, mère.
Elle n'est pas motivée par des idéaux abstraits, mais par son expérience vécue. Née en 1947, elle fut l'une des premières femmes juges en Iran, nommée dans les années 1970. Mais après la révolution de 1979, la nouvelle République islamique lui a retiré, ainsi qu'à toutes les autres femmes juges, leur autorité. Elle a été rétrogradée à des tâches administratives. Son crime? Être née femme et occuper une position de pouvoir. Beaucoup auraient pu se replier sur elle-même, se concentrer sur une vie privée, baisser la tête, mais Ebadi a pris la direction opposée. Elle s'est tournée vers le droit des droits de l'homme, se consacrant à des causes que personne d'autre n'osait défendre, représentant des dissidents, des femmes maltraitées, des minorités persécutées et les familles de prisonniers politiques. Son plaidoyer juridique a fait d'elle une cible, mais elle a refusé d'abandonner. Jusqu'à ce que nous soyons libres n'est pas seulement un mémoire politique. C'est un témoignage de guerre psychologique. Le régime iranien n'a pas seulement harcelé Ebadi, il a essayé de la briser sous tous les angles. Sa maison était sur écoute. Son téléphone était mis sur écoute. Ses collègues ont été arrêtés. Sa famille a été menacée. À un moment donné, le gouvernement a gelé ses comptes bancaires et saisi sa médaille du prix Nobel de la paix. Il ne voulait pas seulement qu'elle se taise, il voulait l'effacer, personnellement, professionnellement et symboliquement. Ce qui rend le livre si puissant, c'est la manière calme et précise dont Ebadi décrit tout cela. Il n'y a pas de mélodrame, pas d'apitoiement. Juste des faits, livrés avec la clarté de quelqu'un qui a été forcé de regarder le pouvoir en face et de mesurer le coût de chaque étape. Elle écrit sur le moment où sa fille, vivant à Londres, reçoit la visite d'agents iraniens qui la menacent si Ebadi ne cesse pas son travail. Elle écrit sur le moment où sa propre sœur est arrêtée comme tactique de pression. Elle écrit sur la façon dont ses bureaux sont perquisitionnés, ses dossiers confisqués, ses collègues interrogés. Et elle écrit sur le moment, après tout cela, où on lui dit qu'elle devrait s'excuser auprès du gouvernement si elle veut que tout cela disparaisse. Elle ne le fait pas. La force d'Ebadi ne réside pas seulement dans son courage, mais aussi dans sa clarté. Elle comprend parfaitement ce qui est en jeu. Elle sait que le régime veut faire d'elle un exemple et elle refuse de leur donner le récit qu'ils souhaitent. Elle ne cède pas. Elle ne fuit pas. Finalement, elle quitte le pays, mais même en exil, elle continue son travail. Sensibiliser, organiser, écrire, parler, et même alors, elle n'est pas en sécurité. La portée de la répression, nous montre-t-elle, ne se limite pas aux frontières. Ce qui persiste dans « jusqu'à ce que nous soyons libres », c'est le poids de ce qu'il en coûte pour continuer. Pas seulement physiquement ou politiquement, mais personnellement. Ebadi perd son mariage. Elle est isolée de ses proches. Elle ne peut pas retourner chez elle en toute sécurité. Elle porte la culpabilité de voir d'autres personnes punies pour leur association avec elle. Elle vit avec la surveillance comme un bourdonnement constant, quelque chose dont elle ne s'échappe pas, mais apprend à composer avec. Et pourtant, elle ne se présente jamais comme la victime. Au lieu de cela, elle dirige l'attention du lecteur vers l'extérieur, vers les femmes emprisonnées pour avoir refusé de porter le hijab, vers la communauté bahaï persécutée simplement pour leur foi, vers les jeunes activistes qui disparaissent sans procès, vers les familles qui attendent aux portes des prisons avec de la nourriture que leurs proches ne recevront peut-être jamais. Ebadi nous rappelle que l'autoritarisme ne repose pas seulement sur la violence. Il repose sur l'épuisement, sur l'usure des gens, jusqu'à ce qu'ils ne croient plus que la résistance en vaille la peine. Et pourtant, elle écrit « Si nous perdons espoir, nous avons tout perdu ». Dans un régime qui tente de réduire la vie publique à un silence privé, Ebadi insiste pour maintenir un espace pour les deux. Ses mémoires sont remplies de rappels de sa profonde connexion à la culture iranienne, à la beauté de sa patrie, à ses souvenirs d'enfance, à ses amitiés, à son amour profond pour ses filles. Elle ne renonce pas à l'Iran, même lorsque le régime essaie de la chasser, spirituellement et physiquement. Elle refuse d'abandonner son appartenance. Le titre du mémoire, « Jusqu'à ce que nous soyons libres », est une promesse, pas une prédiction. Ebadi prend soin de ne pas romantiser la lutte. Ce n'est pas une histoire de triomphe, c'est une histoire d'endurance. Une histoire sur ce que cela signifie de rester debout, même quand aucune victoire n'est en vue. Et en ce sens,
son livre devient un puissant contrepoint à ceux qui présentent la liberté comme inévitable ou comme quelque chose qui arrive sans coût. Un point intéressant est de voir à quel point la résistance d'Ebadi diffère de la résistance littéraire que nous avons vue dans les mémoires de Nafisi. Dans Lire Lolita à Téhéran, la défiance se manifeste en privé, dans un cercle de confiance à travers des livres et des questions, et un contact visuel qui dit « Je te vois ». Dans Jusqu'à ce que nous soyons libres, la résistance entre dans les salles d'audience. Elle dépose des requêtes, elle nomme des noms. Elle ne chuchote pas, elle déclare. Et pourtant, les deux mènent le même combat. Le droit de se définir, de parler, de vivre sans être effacé. Dans cet épisode, nous sommes passés de la fiction aux mémoires, puis à la réalité politique vécue. Mais en vérité, les trois livres parlent de femmes qui refusent de s'effacer, qui se dressent contre les systèmes qui tentent de les diminuer. Jusqu'à ce que nous soyons libres est peut-être le combat le plus littéral, mais il est enraciné dans le même désir, être pleinement vue, pleinement entendue et pleinement humaine. Dans chaque histoire que nous avons explorée dans cet épisode, il y a une force silencieuse qui sous-tend les événements bruyants de l'histoire. Des femmes qui se souviennent, des femmes qui prennent des risques, des femmes qui choisissent le silence ou le brisent, non pas pour la reconnaissance, mais parce qu'il n'y a pas d'autre façon honnête de vivre. Ces livres ne se contentent pas de raconter ce qui s'est passé en Iran pendant et après la Révolution. Ils révèlent le poids de la connaissance, de porter la mémoire dans un endroit où l'oubli est encouragé, où la répression prospère dans l'ombre. Et ils nous demandent quelque chose de discrètement radical. Non seulement admirer le courage des autres, mais reconnaître le coût ordinaire de ce courage. Dans le silence de Homa, dans la salle de classe d'Azar Nafisi, dans le tribunal de Shirin Ebadi, il y a un fil conducteur commun, l'insistance sur la présence, sur le fait de rester, de témoigner, de raconter. Non pas parce que raconter réparera ce qui est brisé, mais parce que la vérité, lorsqu'elle est dite à haute voix, permet aux autres de respirer. Et peut-être que c'est le travail auquel nous sommes appelés aussi, non pas pour expliquer la souffrance, mais pour en tirer des leçons, pour la porter dans nos choix, dans notre politique, dans notre compréhension de la liberté. Ces histoires ne sont pas lointaines. Elles nous rappellent que la libération commence non pas avec des slogans bruyants, mais dans les plus petits et audacieux actes de soin et le refus d'oublier. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Gateway Books par Crestance. Pour continuer à explorer l'histoire derrière les histoires, visitez crestance.com où vous trouverez des vêtements et des décorations pour la maison sur le thème des livres conçus pour les lecteurs. Si cet épisode vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Cela nous motive vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprécierait ces voix, partagez. Chaque histoire partagée aide à maintenir la conversation vivante. Et surtout, continuez à lire, continuez à chercher les histoires qui vous marquent, celles qui vous émeuvent, vous troublent et vous font voir le monde différemment. Car le bon livre au bon moment peut être plus qu'un miroir, il peut être un tournant.